Bonjour à tous, bienvenue sur 54 One. Ravi de vous retrouver pour plus d'informations en Afrique et ailleurs. Je vous propose de commencer avec les titres. 8 morts et 80 blessés, c'est le bilan de l'attentat terroriste qui a frappé Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, le 2 mars dernier. Depuis, les autorités s'organisent pour indemniser les victimes. Et puis top départ du 17e sommet de la francophonie à Erevan, en Arménie. La prochaine secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie doit être élue. C'est une Rwandaise qui a été choisie, voire imposée par le président français Emmanuel Macron, une décision qui ne fait pas l'unanimité. Et enfin, les États-Unis resserrent leur étau autour de l'Iran. Le chef de la diplomatie américaine frappe fort. Aucun dollar ne sera versé à la Syrie tant que les Iraniens seront toujours présents dans le pays. Le 2 mars dernier, comme je vous le disais, une attaque terroriste dans le centre de Ouagadougou fait 8 morts et 80 blessés. Depuis, l'Union économique et monétaire ouest-africaine ainsi que l'État burkinabé indemnisent les victimes. Alors avant de retrouver en direct notre correspondant sur place, Jonas Bassana-Bazier, je vous propose de regarder son reportage. En s'avançant pour recevoir son chèque, cette dame ne peut s'empêcher d'essuyer quelques larmes rebelles. Elle a perdu son époux lors de la double attaque terroriste du 2 mars 2018 contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France. C'est ici, à la direction de l'administration et de la comptabilité des armées, que les parents des victimes et blessés de ces actes sont venus recevoir l'appui financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Des camarades qui sont, quand je dis camarades, j'inclus dedans tous les citoyens burkinabés, des civils, qui sont des blessés très graves, qui sont au nombre de 3, qui sont toujours en soins. Il y a des blessés graves qui sont au nombre de 9. Et puis il y a environ des blessés qu'on qualifierait de mineurs et moyens, qui sont environ une centaine. Et au-delà de ça, il y a aussi l'aide qu'on a apportée à ceux qui, au cours donc, de cette attaque-là, ont eu leurs moyens de déplacement, qui ont donc été très endommagés. À eux aussi, on leur apporte une aide donc, pour un temps soit peu qu'ils puissent avoir d'autres moyens. Cet appui ne se substitue pas au soutien de l'État burkinabé, précisera plus tard le colonel-major. En pareille circonstance, la parole est difficile pour ceux qui pleurent encore, mais on peut dire merci. C'est pour remercier l'UEMOA et la nation entière pour ce geste qu'on vient d'avoir ce matin. Vraiment que Dieu rend nous sensibles des bienfaits. Je demande aux soldats, aux civils et à tous les Burkinabés de ne pas baisser les bras, car la patrie ou la mort, nous vaincrons, conclut cet homme d'une 60aine d'années qui a perdu son fils dans les événements. Plus de 100 personnes ont été touchées au cours de ces attaques qui ont visé presque simultanément l'état-major général des armées burkinabé et l'ambassade de France au Burkina Faso. Alors Jonas Bassana-Bazier, vous êtes notre correspondant à Ouagadougou. Merci d'être en direct avec nous. On a vu l'émotion des personnes indemnisées dans votre reportage. Certaines ont perdu leur mari, d'autres leurs enfants. Les séquelles restent vives, vous nous l'avez raconté. Et malheureusement, ce ne sont pas les premiers attentats qui frappent le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une politique de prise en charge des blessés et des victimes qui est mise en place pour les victimes, qu'elles soient directes ou indirectes ? Alors Leïla, il faut savoir que depuis que le Burkina Faso est touché par ces actes terroristes, il y a bien entendu des actions spontanées qui sont organisées lorsque les actes terroristes sont posés, c'est-à-dire la prise en charge psychologique, la prise en charge médicale des victimes. Mais après, il y a une sorte d'organisation qui se met en place autour des victimes, c'est-à-dire qui s'organisent en association pour après se souvenir de ces événements. Du côté du gouvernement, c'est tout récemment qu'un décret a été pris par le Conseil des ministres des enfants et des femmes pour pouvoir prendre en charge de l'ensemble des activités avec la reconnaissance des derniers temps. Donc, ce décret, il va s'appliquer désormais, il va concerner l'ensemble des personnes faites la vie au point et qui sont victimes collatérales des donc en gros, oui, le gouvernement est en train de mettre en place des dispositifs pour encadrer les personnes
D'accord. Il y a eu aussi des attaques à l'est du pays récemment. Est-ce que c'est un nouveau front du terrorisme au Burkina Faso? Et si vous pouviez parler un petit peu plus près de votre micro, on a du mal à vous entendre, Jonas. Oui, à l'Est, effectivement, tout récemment, la plupart des attaques, en tout cas à Ouagadougou, ont eu lieu à l'Est. Mais il faut savoir que c'était le front en train de s'ouvrir, oui, c'est vrai, parce que depuis 2016 jusqu'à maintenant, c'était la partie Sahel, la partie nord du groupe qui était visée par les terroristes. Et mais courant de septembre, il y a eu une forte présence de attaques au niveau de la région du pays. Donc, c'est un nouveau front qui est fait avec tous les mêmes opératoires, sauf que de l'Est, on a beaucoup plus la présence de l'utilisation des engins explosifs de fabrication très artisanale qui empêche véritablement la mobilité des. Donc, le nouveau front est venu avec une nouvelle pratique, mais en réalité, d'un point de vue général, c'est pratiquement les mêmes opératoires. Merci beaucoup Jonas pour ces précisions. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup Jonas Bassana-Bazé d'avoir été en direct pour nous sur 54 One. Le 17e sommet de la francophonie s'est ouvert à Erevan en Arménie. Doit être élu au poste de secrétaire général Louise Mushikiwabo, la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Un choix plus qu'appuyé par Emmanuel Macron et critiqué par le Canada. Cette 17e édition s'ouvre à Erevan sur fond d'ambiguïté entre la France et le Canada qui ne partagent pas le choix du président Macron. Le Rwanda, ancienne colonie belge, francophone, avait refusé le français sous l'impulsion de son actuel président Paul Kagame, à la tête d'un régime encore autoritaire aujourd'hui. L'Afrique s'impose comme le moteur de la francophonie. Le Canada continuera de promouvoir et défendre avec énergie les valeurs chères à l'OIF et au Canada que sont les droits de la personne et la langue française. Pour ce sommet de la francophonie, si tous les drapeaux sont au vert à Erevan, c'est un choix contesté qu'a fait Emmanuel Macron. Le premier combat de la francophonie dans les années à venir, c'est la jeunesse. Et tout particulièrement la jeunesse en Afrique. Le coup d'envoi sera donné en présence d'une cinquantaine de dirigeants. Quelle place ? Et cet après-midi, l'Arabie Saoudite a retiré sa candidature pour intégrer l'Organisation internationale de la francophonie à cause de critiques faites à son égard sur les droits de l'homme. Et justement, Jamal Khashoggi, lui, était un des critiques du gouvernement saoudien. Le journaliste d'investigation a disparu depuis le 2 octobre dernier. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était en rentrant dans l'ambassade d'Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie. Depuis les États-Unis, où il vivait depuis plusieurs années, on demandait des explications au gouvernement saoudien. Les soupçons d'assassinat pèsent sur l'Arabie Saoudite après la disparition du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul. Le président américain, qui n'est pas avare de compliments à l'égard de Riyad, risque à présent de rappeler à l'ordre le royaume saoudien. Le royaume sunnite fut la destination du premier voyage à l'étranger du président des États-Unis, qui n'a eu de cesse depuis de louer cet allié précieux contre leur bête noire commune, le régime chiite iranien. Le secrétaire d'État américain, qui s'est entretenu avec des responsables saoudiens, a lui rappelé Riyad à soutenir une enquête approfondie en toute transparence, un ton nouveau de la part du gouvernement américain, même si la prudence reste de mise. L'Arabie saoudite a montré dernièrement qu'il n'entendait pas tolérer de critiques étrangères, comme lorsqu'il a expulsé en août dernier l'ambassadeur du Canada et gelé tout investissement avec ce pays en réponse à la dénonciation par Ottawa de l'arrestation de militants saoudiens des droits de l'homme. Pas un seul dollar n'ira à la reconstruction syrienne, ce sont les mots du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Le gouvernement américain refuse d'aider la Syrie tant qu'il y aura encore des Iraniens dans le pays, une stratégie de lutte contre son ennemi au Proche-Orient. Les États-Unis lient de plus en plus leur stratégie en Syrie à la lutte contre leur principale bête noire, l'Iran. Mike Pompeo a annoncé que pas un seul dollar américain n'irait à la reconstruction syrienne tant qu'il y aura des Iraniens dans le pays. Il incombe au gouvernement syrien d'expulser l'Iran de son pays. Il est responsable de sa présence là-bas.
Le chef de la diplomatie américaine a semblé théoriser pour la première fois la nouvelle politique de Washington, esquissée par petites touches ces dernières semaines par plusieurs responsables. Et après cette année de conflit, on est bien loin des velléités de retrait exprimées au printemps dernier par Donald Trump. Le pouvoir syrien a renforcé son contrôle sur le terrain grâce à la Russie, l'Iran mais aussi la Turquie, tandis que le groupe État islamique n'est plus aussi combatif. Cette nouvelle donne requiert une réévaluation de la mission de l'Amérique en Syrie. Si la défaite de l'EI reste le premier objectif, ce n'est pas le seul objectif de Washington, a expliqué Mike Pompeo. Selon lui, l'administration de Donald Trump veut aussi une résolution politique et pacifique de la guerre, ainsi que le départ de Syrie des forces iraniennes ou soutenues par l'Iran, en premier lieu afin de protéger Israël, pour qui Téhéran représente une menace directe. Aux États-Unis, toujours, l'ouragan Michael frappe de plein fouet le nord-ouest de la Floride. Donald Trump a déclaré l'état d'urgence. L'ouragan est décrit comme l'un des plus puissants des 100 dernières années, avec des vents allant jusqu'à 250 km/h. Avec de puissants vents provoquant destructions et inondations, l'ouragan Michael a frappé de plein fouet le nord-ouest de la Floride aux États-Unis et poursuivait encore sa route dévastatrice dans la nuit pour rejoindre la Géorgie. L'ouragan a fait au moins une victime. Sur le littoral, à Panama City, les déplacements étaient extrêmement difficiles à cause des nombreux arbres arrachés et des débris jonchant les chaussées et les dégâts très importants. Cet ouragan dévastateur est le plus puissant à toucher terre sur la partie continentale des États-Unis depuis l'ouragan Andrew en 1992. Les météorologues avaient prévenu du caractère potentiellement catastrophique de Michael avec de dangereuses inondations, notamment côtières. Le mouvement MeToo n'a décidément pas fini de faire parler de lui. En Inde, il prend même de l'ampleur dans un pays où les femmes ont leur propre rame de métro. C'est un ministre qui est aujourd'hui accusé de harcèlement sexuel. Sur Twitter, plusieurs jeunes femmes journalistes lui reprochent des gestes inappropriés. Un peu plus de 2 semaines après le séisme puis le tsunami qui ont frappé l'Indonésie, des ONG accusent le gouvernement d'un péché d'orgueil. Il a un temps interdit aux humanitaires étrangers d'apporter leur aide sur place. Aujourd'hui, la distribution de nourriture et de médicaments peut reprendre dans les zones rurales de Palu. Plusieurs ONG ont dénoncé les restrictions d'accès imposées par les autorités indonésiennes aux équipes étrangères de sauveteurs, interdites d'intervenir directement en soutien aux populations des Célèbes touchées par le séisme et le tsunami qui ont fait quelques 2000 morts. L'organisation caritative sud-africaine Gift of the Givers a expliqué s'être entendu dire que toutes les équipes étrangères de recherche et de secours devaient retourner dans leur pays. Arrivés à Palu depuis 3 jours en provenance de Johannesburg, les 27 membres de l'organisation ont dû patienter plusieurs jours, disposant pourtant d'équipements spécialisés. L'Indonésie avait initialement refusé l'aide internationale, assurant que son armée pouvait faire face à la situation, mais à mesure que l'ampleur du désastre a été révélée, le président Joko Widodo a accepté à contre-cœur les ONG humanitaires internationales et le soutien de gouvernements étrangers. C'est une qui fait le monde depuis cet après-midi. Le footballeur français Kylian Mbappé est en couverture du célèbre magazine américain Time. Le joueur de 19 ans apparaît donc dans un numéro consacré aux leaders de demain. Une consécration de plus pour le sportif qui s'est illustré en tant qu'attaquant de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Mercredi, les Mozambicains ont voté pour élire leur maire, un scrutin sous haute surveillance alors que le parti du gouvernement et le principal parti d'opposition sont engagés dans des pourparlers de paix. Les Mozambicains ont voté pour élire leur maire, un scrutin sous haute surveillance, après une campagne qui a ravivé les tensions entre le parti au pouvoir, le Frelimo, et son éternel rival, la Renamo, engagé dans des pourparlers de paix. La Renamo, qui participe pour la première fois depuis 10 ans à des élections locales, a affirmé que les fraudes avaient eu lieu dans certains bureaux de vote, ajoutant que la police était de parti pris. Le Frelimo a été accusé pour sa part de violence et d'intimidation pendant la campagne. Le processus de vote se déroule très mal. Ce ne sont pas des élections. Malheureusement, dans ce pays, il n'y a pas de justice. Nous n'avons nulle part où nous plaindre maintenant que nous savons ce qui se passe vraiment avec nos candidats.
Après avoir glissé son bulletin dans l'urne hier, le président mozambicain Filipe Nyusi a exhorté tous les habitants de Rovuma dans le nord à Maputo et de Zumbo dans le nord-ouest à l'océan Indien à adhérer au processus électoral. Ces élections ont plus qu'un caractère politique, elles constituent un test du nouveau processus en cours après 3 années de violence entre 2013 et 2016. En plus de ces tensions politiques, le Mozambique doit faire face depuis 1 an à l'émergence d'un groupe radical qui opère dans la province de Cabo Delgado dans le nord, riche en réserves de gaz. Cette insurrection a fait en 1 an 90 morts selon un bilan officiel. Au Kenya, le naufrage d'un ferry sur le lac Victoria a fait 228 morts. Depuis, c'est la sécurité des bateaux qui font la traversée qui est mise en cause. Le souvenir est dans toutes les têtes. 228 morts, à quelques dizaines de mètres seulement des côtes tanzaniennes. C'est le bilan du naufrage d'un ferry qui ralliait le Kenya à l'île d'Ukara il y a 2 semaines. C'est la pire catastrophe que le lac Victoria ait connue. Évidemment, les gens sont inquiets quand on entend parler de ce genre d'incident. Surtout quand il y a eu si peu de survivants et que la majorité meurt. Tu as peur, mais parfois il ne faut pas penser à tout ça. Parce que la mort est inévitable. Une fatalité qui aurait pu être évitée. Les ferries qui traversent chaque jour le lac Victoria sont vétustes et surchargés. Au moment du naufrage du MV Nyerere, 3 fois plus de passagers que la capacité maximale avaient embarqué. Nous ne surchargeons pas le bateau parce qu'on n'a pas autant de passagers. Le naufrage en Tanzanie, je crois que c'était une journée de marché et donc il y avait beaucoup de monde. Et le bateau n'était pas adapté pour transporter autant de gens. Je crois qu'ils l'ont surchargé. Au Kenya, peu de gens savent nager et beaucoup doivent effectuer la traversée régulièrement. Le naufrage a eu lieu à quelques dizaines de mètres à peine de sa destination. Moi, je sais nager parce que c'était obligatoire d'apprendre à mon école. Mais je ne me vois pas nager dans des eaux aussi profondes que les eaux du lac, parce qu'à l'école, on n'avait qu'une petite piscine. Je ne suis pas rassurée dans les eaux profondes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique compte le plus grand nombre de noyades au monde, 8 pour 100 000, c'est le double de l'Europe. Un reportage à présent qui nous emmène au Zimbabwe. 2 mois après l'élection de son nouveau président, rien ne semble avoir changé. Pénurie, rationnement et hausse des prix sont le pain quotidien des Zimbabwéens. Essence et miches de pain rationnées, des étals vides, la pénurie partout au Zimbabwe. 2 mois à peine après l'élection du nouveau président Emmerson Mnangagwa, une pénurie à des airs de celle du temps de Robert Mugabe. Je ne sais pas quel est le problème, qu'il s'agisse d'une pénurie de carburant ou d'une pénurie de devises étrangères. J'ai hâte qu'on fasse quelque chose et de toute urgence parce que vous pouvez imaginer si c'est une question de production, combien de personnes ici qui ne travaillent pas sont censées être au travail. Mais nous ne pouvons pas aller au travail, nous devons d'abord trouver du carburant. La cause de cette pénurie, un manque criant de devises étrangères plus une nouvelle taxe de 2% sur les transactions électroniques. En raison de ce manque de confiance, il y a une pénurie de devises étrangères sur le marché officiel. Ainsi, les entreprises qui ont besoin d'acquérir des devises étrangères pour acheter des importations, par exemple, doivent se tourner vers le marché noir où les prix s'élèvent en moyenne à environ 250%. Si le président a changé, le quotidien des Zimbabwéens reste le même. Plus de médicaments, plus d'essence. La principale coalition des syndicats du pays appelle à une mobilisation ce jeudi. Les manifestations sont pourtant interdites dans la capitale, Harare, à cause d'une épidémie de choléra qui a fait 49 morts. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur 54 One.